Alors, ma première question, ce sera pour Carole, en fait, parce qu'on a beaucoup abordé effectivement les produits consommés. Tu as apporté une nuance aussi sur les comportements. Quels sont les produits qui sont les plus consommés en Martinique d'après ta pratique? Alors, d'abord, pour dire qu'en Martinique, on a quand même un gros déficit en termes de chiffres, parce qu'on n'a pas d'études propres qui ont été mises en place. Et en milieu, dans l'entreprise, c'est pire. Il n'y a pas beaucoup de chiffres. Tout ce qui peut être remonté vient au fait des services de santé. Donc, on n'a pas forcément de données. Et ça, c'est un gros problème, parce que comment adapter la prise en charge si on ne connaît pas le problème en lui-même? Quel est le problème? Est-ce qu'on est sur une population jeune, vieillissante? Est-ce qu'on est sur de l'addiction? Est-ce qu'on est sur juste des consommations problématiques? Ça permet d'avoir un cadre d'intervention et de pouvoir déterminer après une meilleure approche. Alors, nous, on va parler de ce qu'on sait sur le SAPA. Donc, en Martinique, le produit le plus consommé, le docteur Marousse a donné les données chiffrées, mais qui datent de 2022 ou 2020. Covid a quand même, et c'était une étude qui a été faite avant Covid et dont les résultats sont sortis après Covid. Covid a quand même emmené des modifications dans les consommations chez nous, notamment tout ce qui est alcool et tout ce qui est médicaments. Donc, ce sont des consommations qui ont explosé. Nous, on l'a vu dans nos centres de soins, mais on n'a pas de données sur le territoire. Donc, vraiment, j'invite à ce qu'on puisse mettre en place de vraies données chiffrées, de vraies études pour connaître les produits et les pratiques de consommation. Et c'est ce qui nous permettra d'avoir une bonne approche. L'alcool reste le produit le plus consommé sur notre territoire et qui a beaucoup augmenté. On a parlé du tabac. Donc, le tabac, effectivement, n'est pas un produit très consommé par rapport à la métropole, mais l'augmentation de la consommation de tabac augmente notamment chez les jeunes filles. Elle augmente considérablement chez les jeunes filles. Elle augmente considérablement. Il faut savoir aussi que le tabac est beaucoup associé au cannabis. Donc, quand on parle de quelqu'un qui consomme du cannabis, il y a souvent une consommation de tabac associée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on fait des actions de prévention de tabac, on parle souvent de tabac et produits associés. Et donc, en général, du cannabis. Alors, ma question, c'est qu'effectivement, pour préparer effectivement les joints, de ce que je sais, parce qu'on m'a dit, pour préparer effectivement les joints, les gens effectivement utilisent du tabac avec le cannabis, mais ça veut dire aussi qu'ils achètent des paquets de cigarettes pour fumer des cigarettes aussi indépendamment du cannabis, c'est ça? Tout se retrouve. Okay. Tout se retrouve. On n'a jamais une consommation unique. En général, on est sur de la polyconsommation en Martinique et en France aussi, de toutes les façons. Donc, on a celui qui consomme du cannabis et qui roule, qui met du tabac. Il y a celui qui dit ne consommer que du cannabis, mais alors qu'il y a un peu de tabac. Voilà. Il y a aussi la représentation des gens sur leur propre consommation, qui n'est pas toujours très claire malgré tout. La consommation de cocaïne, elle a particulièrement augmenté ces derniers temps. Donc, on le ressent, mais on ne le quantifie pas. Et donc, à un moment, il faut distinguer de ce que nous, on imagine de la réalité. On a de plus en plus de prise en charge, en tout cas, cocaïne dans nos établissements. Et en général, ça reste un produit qui a vachement baissé en termes de prix, mais qui reste quand même plus onéreux que les autres produits. On est à combien à peu près, juste pour savoir? Alors, il y a quelques années, on était à 80 € le gramme. Aujourd'hui, apparemment, on est à 25-30 €. Ah ouais, d'accord. Voilà. Donc, ça veut dire que ça peut toucher plusieurs d'autres catégories socioprofessionnelles aussi, alors, dans ces cas. Alors, elle touche toutes les catégories socioprofessionnelles, elle touche tous les milieux. Okay. Et on a une approche qui est encore très ludique de la cocaïne. C'est pour faire la fête, c'est pour s'amuser, c'est quelque chose de très festif. Après, on connaît toutes les dérives qui peuvent en découler. Voilà, c'est un produit qui est addictogène, psychoactif, avec tous les effets que ça peut avoir. Donc, la cocaïne, on voit un effet et surtout une augmentation sur des populations justement de personnes en insertion. Celles qu'on a aujourd'hui en prise en charge au SAPA sont des personnes qui travaillent. Donc, avec aussi, on parlait à un moment de santé mentale, donc il y a aussi pas mal de comorbidités psychiatriques associées à la consommation de produits. D'accord. En troisième, il y a le cannabis, qui est assez... Pardon? Alors, ce qu'on y constate, parce que je suis pas psychiatre, d'accord? On a un autre dispositif qui s'appelle le CARUD. D'accord? Donc, le CARUD, c'est un dispositif qui s'occupe des personnes en très grande précarité et usagers de drogue. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'associations, personnes schizophrènes, crack. De ce qu'on entend, en fait, en général, ça leur permet
d'éteindre ou de diminuer ou de mieux gérer au fait leur troubles visuels ou auditifs. Il y a souvent une corrélation entre les deux. En général, quand on parle d'addiction, il y a souvent les comorbidités psychiatriques, mais pas que, parce que qui sont associées. Ok. Donc effectivement, Madame Rinaldi, que je n'ai pas présenté, mais qui fait partie aussi du XAPA. Ma question, c'est, là, on a parlé effectivement de produits qui sont repérés, même culturellement, on sait qu'il y a le tabac, l'alcool, etc. La question du sucre, en fait, qui quand même, je trouve, qui est plutôt importante parce qu'elle n'est pas référencée comme étant une substance psychoactive. Mais est-ce que vous avez des personnes qui viennent en XAPA, alors pas forcément directement liées au sucre, mais dû à des habitudes alimentaires, ou est-ce qu'il peut y avoir des liens, par exemple, entre sucre et cannabis, par exemple? Alors, comme je dis, on peut tout voir. Donc, pour juste finir quand même sur les produits consommés, je veux juste dire aussi que les drogues de synthèse, on aime à dire qu'il n'y en a pas en Martinique, il y en a. Et par contre, ça touche un milieu plus particulier. Alors, drogue de synthèse? Je parle de tout ce qui est ecstasy, tout ce qui est MDMA, etc. Tout ce qui est fabriqué. Exactement. Okay. Donc, on les trouve. Et on les trouve surtout sur des publics jeunes et des publics insérés parce que ce sont des produits qui coûtent encore plus cher. Donc, c'est souvent utilisé en milieu festif. Donc, le vendredi, le samedi, le dimanche, je suis en festivité. Et donc, après, on va au travail. Ouais, il y a les effets. Exactement. Mais on aime à dire qu'il n'y en a pas. Il y en a de plus en plus, mais encore une fois, on n'arrive pas à les quantifier. Sur le sucre, donc on a eu une fois une prise en charge d'un monsieur qui avait une addiction au sucre, qui buvait des tonnes de jus, des tonnes c'était du sucre à profusion. C'était 3 à 4 litres de soda, je pense que par jour. Donc Sandrine fera le lien, mais on a aussi repéré qu'il y avait une problématique de dépression associée par rapport à cette personne. Et c'est vrai que c'était assez symptomatique parce qu'on voyait très facilement dans ces périodes de chute l'augmentation croissante du sucre. Donc avec 3 litres de coca, des biscuits super sucrés, du sucre, du jus, mais toute la journée avec un impact sur lui parce que finalement il a développé du diabète. Et puis quand il allait mieux, une petite diminution de sa consommation. Ok. Voilà. Alors c'est intéressant parce qu'il y a des études aussi qui montrent, alors on a parlé des effets visibles du sucre par rapport au diabète, mais il y a des études aussi qui présentent aussi les effets invisibles sur le cerveau. Et par rapport au travail, finalement, il peut y avoir une perte de la concentration, une perte de l'engagement. Le sucre peut créer de la dépression, là où on pense que le sucre peut permettre de sortir d'une dépression. Donc, ça peut faire un cercle. Donc, c'est intéressant, en fait, cette illustration sur la question du sucre, parce que finalement, on peut imaginer que au travail, avec des risques routiers, par exemple, qu'une personne qui consomme beaucoup de sucre, à un moment donné, aura une baisse de vigilance, ce qui peut risquer d'engendrer des traumatismes ou des accidents où elle est en cause, où les personnes sont en cause aussi. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'approche produit, entre guillemets, c'est pas l'approche qu'on pratique au niveau des XAPA et des prises en charge. Un produit, quel que soit le produit ou quelle que soit en tout cas la consommation avec ou sans substance, parce que ça peut être aussi des consommations sans substance, le schéma reste le même. Si on consomme du sucre, de la cocaïne, du crack, les schémas, en tout cas, quand on parle de consommation excessive, quand on parle d'usage à risque, d'usage nocif, d'addiction, les schémas restent les mêmes, quel que soit le produit utilisé. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est où est-ce qu'elle en est de sa consommation? Est-ce qu'elle est au clair avec sa consommation? Est-ce qu'elle sait d'où ça sort? Parce qu'elle entre en général, quand on consomme, c'est pour une notion de plaisir. Il faut bien l'entendre. La personne ne consomme pas pour se faire du mal, d'où l'approche réduction des risques. Ça permet de dire, il y a des gens qui consomment qui n'ont pas envie d'arrêter. Ils n'ont pas forcément envie d'être abstinents. Abstinent, c'est toute sa vie. Je consomme à 16 ans, j'arrête à 17. De 17 jusqu'à ma mort, je suis abstinent. Donc, il faut pouvoir, c'est pour ça qu'on a une approche réduction des risques en te disant, elle est peut-être pas prête. Elle a peut-être pas envie. Il y a d'autres moyens de prise en charge qui peuvent être mis en place pour l'accompagner et pour lui permettre justement d'éviter d'avoir des arrêts maladie successifs, d'éviter de perdre son emploi, d'éviter en tout cas d'être dans une situation professionnelle dégradée. Donc peut-être qu'effectivement dans le monde du travail, dans la santé au travail, il faudrait adopter aussi ce fonctionnement qui est de sortir de l'approche par le produit. En tout cas, en addiction, c'est vraiment ça. On s'intéresse aux produits parce qu'on a besoin d'un peu de comprendre comment les choses se passent quand on met en place de la prévention. Tout le monde n'utilise pas les mêmes produits. Par exemple, voilà, si on veut être stimulé, il y a un certain nombre de produits qu'on va utiliser. Si on veut s'endormir, on va prendre un certain nombre de produits. Mais quand on parle de prise en charge, elle utilise un produit. Parce que si on reste sur la pause produit, on va graduer. On va dire, oh, le cannabis, c'est moins grave que si elle boit de l'alcool. L'alcool tue. Oh, l'alcool, c'est plus, le crack, non, c'est beaucoup plus grave que s'il boit de l'alcool. Comme je dis,
on meurt pas d'absence de crack. On meurt d'absence d'alcool si on est alcoolodépendant. Ok. Donc, d'où l'approche produit, ça permet aussi de se dire un produit peut être néfaste, quel que soit le produit. Ok, d'accord, très bien. Alors, une question? J'espère ne pas être hors propos. Par rapport à ce que vous venez de dire, ça me fait penser aux actions de prévention que nous mettons en place chez nous sur l'insuffisance rénale, les troubles du sommeil, l'alimentation, l'équilibre alimentaire. Et sur ces ateliers, en posant des questions sur les habitudes dans le cercle familial, le cercle privé et même professionnel, certains intervenants mettent en exergue des problématiques de consommation en quantité de certains produits. Ça peut être des médicaments, ça peut être de l'alcool. Et on arrive par des ateliers comme ça détournés sur la santé physique ou mentale, même en sophrologie, on arrive à détecter des cas particuliers de collègues en difficulté ou qui ils ne s'en rendent pas compte, mais en parlant simplement de l'alimentation locale, de fruits, légumes, etc., on arrive à parler de boissons alcoolisées, etc. Et on met l'accent sur ces problématiques. Je vous rassure, vous n'êtes pas du tout hors propos. Hein. Vous êtes en plein dedans. Juste une question que j'avais posée effectivement à Lauriane Lacrampe, la question de l'état de santé nutritionnel, on va dire, en Martinique. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit état des lieux? Donc tout d'abord, bonjour. Globalement, ce qu'on peut identifier, c'est que quand on parle de la Martinique, des DROM en général, c'est qu'on a un état nutritionnel qui est très défavorable. Cet état nutritionnel défavorable peut se matérialise sur une prévalence de surpoids et d'obésité qui est très marquée. Globalement, je sais pas, pour le coup, si tu t'affiches pas, il y a pas de souci. Si les résultats, les chiffres que vous voyez effectivement à l'écran sont issus de l'expertise collective menée par l'Institut de recherche pour le développement et qui date de 2020. Donc, ils se sont vraiment intéressés à l'alimentation et à la nutrition dans les départements et les régions d'outre-mer. Ce qu'on constate pour le coup en Martinique, c'est que on va avoir 30% à peu près des femmes qui vont être en surpoids contre 30% de ces mêmes femmes en obésité. Donc déjà, la première chose, quand on se fixe sur les chiffres hommes-femmes, on va voir que il y a une inégalité parce que les femmes portent le poids du surpoids et de l'obésité beaucoup plus, 2 fois plus finalement que les hommes. Donc, il y a vraiment une population, dans les sous-groupes de population, il y a vraiment une population qui nécessite une attention particulière et ce sont les femmes. Globalement, on sait que, je sais que vous parlez de population finalement active, donc il n'y a pas forcément de place pour les enfants, mais c'est très important puisque la population active de demain, ce sont les enfants. Et on se rend compte que en surpoids, en ce qui concerne pour le coup le surpoids et l'obésité, les enfants sont aussi dans une situation qui est extrêmement critique. Les chiffres présentés sur le deuxième diagramme, c'est 1 enfant sur 10 en obésité, 4 enfants sur 10 en surpoids. 4 sur 10. Le surpoids et l'obésité font partie des maladies chroniques. Ça veut dire que globalement, quand on parle des maladies chroniques, on parle du diabète, des maladies cardiovasculaires ou encore de l'hypertension artérielle ou de l'insuffisance rénale chronique. C'est pas à voir finalement en tuyau d'orgue, mais c'est vraiment un mélange. C'est vraiment une mutualisation de toutes ces caractéristiques qui entraînent un état de santé défavorable. Et ça, c'est vraiment important de le mettre en considération. Ça veut dire que globalement, quand on parle de maladie chronique ou de surpoids ou d'obésité, c'est un problème qui est sociétal. Il n'y a pas une personne ou une instance qui est responsable. C'est vraiment une problématique qui est mutualisée. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Ça veut dire qu'on est tous responsables à un moment donné de la situation actuelle dans laquelle on vit. Ça veut dire que tous à notre niveau, peu importe l'activité professionnelle que l'on réalise ou le mode de vie que l'on a, on a en fait cette petite pierre à apporter à l'édifice pour changer en fait des choses, essayer de faire en tout cas évoluer positivement la situation. Si on peut passer pour le coup à la diapo suivante, globalement en termes d'état des lieux, on va parler de facteurs d'environnement. Dans les facteurs d'environnement, on va avoir l'offre et la qualité alimentaire, mais on va aussi avoir les autres environnements de pratiques d'activité physique. La chose importante, c'est que quand on parle de nutrition, on parle
d'alimentation et de pratique d'activité physique. L'un ne va pas sans l'autre. En tout début, finalement, de conférence, il était effectivement indiqué que la première cause de mortalité était les cancers. Mais il y a aussi un autre fléau qui est la sédentarité. Le fait d'être inactif et d'être inactif pendant très, très longtemps. Et ça se couple avec la façon de s'alimenter. C'est vrai qu'il y a, on dit souvent que en Martinique ou même dans les Antilles, on a du mal à bien s'alimenter parce que ça coûte plus cher. Et ça, c'est une réalité. L'alimentation sur notre territoire coûte 38% plus cher que l'alimentation en hexagone. Par contre, ce qui ressort finalement de l'expertise collective de l'IRD, c'est que penser que s'alimenter avec des produits de qualité coûte beaucoup plus cher que s'alimenter avec des produits de moindre qualité, ça, c'est une idée reçue. Parce que globalement, quand on étudie, certes, il y a le coût investi puisque 38% en plus de fonds dépensés au niveau des ménages pour l'alimentation, mais une alimentation de bonne qualité, réellement, ne coûte pas plus cher qu'une alimentation de mauvaise qualité. Donc, il y a une information à prendre en considération, c'est qu'avons-nous, que savons-nous et à quel moment on met on replace au centre de la prévention la perception qu'a l'individu de l'alimentation, de son alimentation. Je pense qu'il y a aussi cette notion-là. D'où l'importance de revenir sur les enfants parce que les habitudes alimentaires, les comportements, ce sont des comportements que l'on va, entre guillemets, porter tout au long de sa vie. Et il est essentiel de travailler une prévention ciblée dès le plus jeune âge. Ça, c'est vraiment important. C'est sûr que la prévention, telle qu'elle est connue à l'heure actuelle, c'est peut-être une prévention qui mérite d'être remise un peu au goût du jour et de replacer, ça a été dit tout à l'heure, pour le coup, de replacer l'individu au centre de la prévention et de prendre en considération sa perception, mais aussi la culture, la tradition, son environnement familial, la composition de la famille et puis l'école, le lieu de travail. Je pense que ça, c'est aussi important d'aller réouvrir ces thématiques qu'on a souvent gardées un peu en opposé, enfin, l'opposition de la prévention. Je pense que c'est vraiment le cœur. Globalement, ce que l'on peut dire, c'est que on a un déficit en offre de soins liés à la nutrition. Donc là, on est en dehors de la prévention puisqu'on est sur le soin. On a un faible aménagement pour la pratique sportive, c'est-à-dire qu'on a de l'aménagement sportif, mais qui n'est pas forcément praticable ou accessible. On passe beaucoup de temps sur les routes avec les embouteillages. Ça veut dire que les moments de pratique physique sont très réduits. En général, ça va être avant le travail, mais il fait nuit, ou après le travail, mais il fait nuit. C'est-à-dire qu'il y a cette notion d'urbanisme favorable à la santé. Et je reviens finalement sur la problématique de problème sociétal. L'urbanisme favorable à la santé, c'est de créer des environnements favorables. Favorables à qui? Favorables à l'individu. Donc, il y a pas vraiment de réponse figée, c'est vraiment toujours un mélange. Le troisième point, c'est la qualité et le prix de l'offre alimentaire. Effectivement, 80 à 90% de ce que l'on consomme est importé. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 90% des calories consommées par la population est issue de l'alimentation importée. Et c'est là où on arrive sur, d'accord, mais quelle est la place, dans quel modèle alimentaire on se trouve finalement au niveau des DROM? Il existe 4 typologies de modèles alimentaires. Il y a le premier modèle alimentaire qu'on appelle le modèle alimentaire sain, c'est-à-dire qu'on va avoir une consommation de fruits et légumes qui est élevée, une consommation en opposition de gras et de sucre qui va être beaucoup plus faible. La bassine de mango, par exemple. La bassine de mango. Mais justement, c'est ça aussi, c'est problématique. Vous connaissez ça, hein? Et c'est là où on arrive sur les 5 fruits et légumes par jour et ce qu'on en fait. En fait, quand on parle de 5 fruits et légumes par jour, on parle de 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, c'est sûr que quand c'est la saison des mangos bassignac, je suis très bien placée pour le dire. Faut pas en parler. On mange la bassine de mango bassignac. Mais quelle est la conséquence? C'est aussi, l'idée reçue, c'est de dire mieux vaut boire un verre de jus, de pur jus qu'un verre de coca. Mais globalement, si vous voulez faire un verre de jus d'orange, combien d'oranges avez-vous pressé pour avoir cette quantité de jus? Donc, globalement, on va se retrouver avec une quantité de sucre identique, que ce soit dans le verre de jus d'orange ou que le verre de coca. La différence va être en termes de famille de sucre, de type de sucre que l'on va. Dans le jus de fruits, ça va être du sucre, on va dire, dit naturel, du fructose, alors que pour le coup, dans le verre de coca, on va passer sur d'autres types de sucre. Alors, mais moi, j'ai une question, effectivement, par rapport à ça et par rapport aux produits sucrés qu'il y a en Martinique, par exemple.
effectivement, sur les produits frais qu'on presse, effectivement, quand on presse un jus avec 5 oranges, jamais on va manger 5 oranges d'affilée. Hein. Je pense qu'au bout d'un moment, avec les fibres, on sera calé. Mais la question aussi des produits qui sont fabriqués en Martinique et du taux de sucre. Parce qu'effectivement, il y a les gens urbains ou pas qui disent que les produits sont 35% plus sucrés en Martinique. Globalement, justement, cette expertise collective a mis ça aussi en avant. Et en 2016, il y a la venue de la loi Lurel, où son objectif premier est de faire quoi? Et de lutter contre, d'essayer d'aligner les teneurs en sucre et de les faire sans être égales aux teneurs en sucre que l'on trouve dans l'Hexagone. Mais là, on parle de produits localement. C'est-à-dire que si on étudie des produits, et c'est ce qu'a fait pour le coup le PARM et un certain nombre de chercheurs avec l'étude Nuntwind, qui consistait à étudier l'offre alimentaire et la qualité alimentaire au niveau, c'est plutôt Martinique-Guyane, ce qui en ressort, c'est que sur les boissons sucrées, par exemple, les comparaisons de taux de sucre sont plus ou moins équivalentes. Il y a à peu près 3% d'écart. Par contre, si on s'intéresse aux produits qui sont fabriqués localement, c'est là où on trouve des produits beaucoup plus sucrés. Ça veut dire que l'objectif de cette loi était d'abaisser ces quantités de sucre sur les produits fabriqués localement. Aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous donner les conclusions, en fait, finalement, de la mise en œuvre de la loi Lurel. Premièrement, de façon totalement politique institutionnelle, parce que l'ARS n'a pas de compétences, en tout cas de tests de produits sucrés. C'est pas effectivement de notre compétence, ça dépend effectivement d'une autre institution. Mais après, dans la réalité, cette loi, elle visait à encadrer finalement la production alimentaire locale, tout en permettant aux producteurs locaux de pouvoir vivre et gagner leur vie en produisant et en vendant des produits, tout en n'impactant pas plus la santé des Martiniquais. Le constat, je vais vous laisser finalement faire le constat. Il n'y a pas d'études. Pour le moment, il y a pas encore d'enquête. Je pense en termes de santé publique, on est toujours face à cette même problématique de manque de données récentes et réelles. L'autre point, c'est que si on prend finalement deux produits, donc deux boissons, que ce soit en Martinique, en Hexagone, on prend la même boisson. Donc cette même boisson elle est importée, elle contient la même quantité de sucre. La différence va se faire sur la quantité de boissons que l'on consomme. Et je pense on revient toujours finalement aux habitudes alimentaires. Quelles sont les habitudes alimentaires à prendre? On peut vous donner des recommandations et vous dire que 10 centilitres de boissons au maximum par jour, de boissons sucrées par jour. 10 centilitres, c'est 100 millilitres. Réellement, les verres déjà qui sont vendus dans le commerce, c'est 25 centilitres au minimum. On a déjà doublé finalement la quantité de boissons à ingérer et à consommer. Donc il y a aussi cette place, ça reste toujours sociétal. Nous, sur les choix que l'on fait, mais aussi sur les choix proposés par la société de consommation. Et alors, je vous pose la question à vous aussi. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné aussi, parce qu'effectivement, on a vu que les produits, à travers les chiffres, que les manger sainement, ça coûte à peu près le même prix. J'ai pas vu l'étude. Moi, je suis pas convaincu parce que moi, je mange sainement dans le sens où je n'ai pas d'alimentation inflammatoire. Ça veut dire pas de viande rouge, pas de sucre, pas d'alcool, etc. Mais je vois le prix quand je fais mes courses. Sans gluten et compagnie, je vois le prix quand je fais les courses et le prix, il est radicalement différent. Donc, la question aussi, elle est de se poser, est-ce que les gens est-ce que consommer en Martinique aussi, est-ce que c'est pas plus facile d'aller vers la malbouffe qui est plus accessible? Parce qu'aujourd'hui, si je prends le prix d'un menu M, sans faire de pub, on est à peu près à 12 €, 13 € entrée, plat, dessert. Quand vous voulez une entrée, un plat et un dessert dans un autre endroit, on n'est pas à 13 €. Dominique, hier, on a mangé ensemble hier. Tu étais à peu près à 16 € et tu n'avais qu'un plat. Il n'y avait pas d'entrée, il n'y avait pas de dessert. Donc, il y a peut-être aussi cette question-là aussi sur l'accès finalement à ces produits-là. Et puis, effectivement, je te rejoins sur la consommation. Ce qui, pour le coup, je te rejoins totalement. Mais après, encore une fois, là, on parle de choix. On parle du choix du consommateur et de la composition de son caddie.
et de ses finances. Mais ça veut dire aussi que, pour le coup, il y a aussi cette notion de facilité. Il faut pas oublier que dans l'évolution, finalement, de l'alimentation, les grands dîners, les grands repas où on reste 2 heures, 2 heures et demie à table et on enchaîne, c'est plus possible à l'heure actuelle. Ce sont des choses qui se font que sur des moments très précis, festifs. Et il y a aussi cette notion, qui est une des reçues de, si je dois bien m'alimenter et préparer mes repas moi-même, ça me demande d'avoir un certain nombre de temps à disponibilité. Donc, ça veut dire que ça aussi, c'est une idée reçue. Parce que globalement, si je fais une petite digression, si certains ou certaines sont sur des applications de coach sportif, en général, il y a beaucoup de coachs sportifs qui ont des applications et qui proposent à côté, effectivement, on va dire un régime alimentaire. Le mot régime, c'est pas un gros mot, ça veut juste dire alimentation. C'est une façon de s'alimenter. Et ils vous proposent régulièrement ce qu'on appelle finalement le batch cooking. C'est-à-dire qu'on va prendre un jour dans la semaine, 2-3 heures dans la semaine. En général, on propose que ce soit le dimanche et on va préparer soit les repas pour toute la semaine, tous les repas, soit on va préparer les 3 premiers jours, lundi, mardi, mercredi, sachant que mercredi, on peut avoir un petit temps mort et s'occuper le mercredi après-midi des repas, jeudi, vendredi, etc. Et avoir un petit laps de temps sur le samedi et le dimanche. Mais ça veut dire il faut pas considérer l'alimentation comme quelque chose de rigide. L'équilibre alimentaire ne se fait pas en un jour, ça se fait en une semaine. On est tous différents, on a tous un métabolisme qui fonctionne différemment. Donc, le fait de dire que la malbouffe, on parle de la malbouffe, on parle de fast-food, est-ce que globalement, on dit que le fast-food, c'est négatif? Mais qui a dit que c'est négatif? C'est ce qu'on en fait, c'est la régularité, à quel moment comment on mange, combien de fois on répète finalement cette action. Et dans l'alimentation, il y a cette notion aussi de plaisir. Il faut pas passer à côté du plaisir. Tout à l'heure, il était dit que si on se sent effectivement, on a un peu le moral en berne et on le fait quasiment tous. Je vais pas faire de généralité, mais quasiment tous. On va pas aller prendre la fleur de brocoli. Voilà. C'est vrai que, ouais. Mais peut-être que le fait qu'on n'aille pas prendre la petite fleur de brocoli à manger, c'est peut-être aussi parce qu'on a des préférences sensorielles qui sont sur lesquelles on n'a pas forcément de contrôle. On est en ayant une appétence particulière pour le sucré. Mais si on était né avec une appétence particulière pour, on va dire, les légumes verts, peut-être, je dis bien peut-être qu'on ne serait pas dans cette situation-là. Donc, il n'y a rien de rigide dans l'alimentation. Moi, je pense que la règle, c'est il faut manger un petit peu de tout et de tout un petit peu. Et peut-être s'interroger sur nos consommations, sur ce dont on a besoin, mais aussi se faire confiance. Et juste pour te redonner la parole, parce que je ne veux pas être trop longue, on parlait de modèle alimentaire. En Martinique, on est dans un modèle alimentaire qui est en transition. Ça veut dire qu'il y a 2 modèles qui se mélangent. Donc, on va avoir finalement le modèle traditionnel où on a une alimentation qui est enrichie en fruits et légumes, en légumineuses locales et riche en poissons. Et à contrario, qui était faible finalement en gras, en sucre et en viande, qui se confronte à un modèle pour le coup d'alimentation qui est plus moderne, où là on a l'arrivée des fast-foods, d'une alimentation qui est beaucoup plus riche en gras et en sucre et qui est beaucoup plus faible en fruits et légumes, produits laitiers et pour le coup poissons. Donc la transition alimentaire dans les DROM et en Martinique n'est pas encore terminée. L'objectif, c'est qu'on arrive à trouver un équilibre parce qu'encore une fois, il y a des règles en alimentation, des règles de 5 fruits et légumes par jour, 3 produits laitiers, etc. Mais il y a aussi finalement une adaptation à l'environnement dans lequel on vit et ce que l'on réalise comme activité, que ce soit personnelle ou professionnelle. Vous n'allez pas demander, pour le coup, à un ouvrier qui travaille 10 heures par jour sur soleil dans le BTP de se contenter finalement de 2 prunes de citer. Ça va pas fonctionner. Donc il y a aussi cette espèce de fluidité et à avoir dans l'alimentation et essayer de sortir des idées reçues et s'interroger nous-mêmes, même dans les politiques de santé publique, sur la place de l'individu dans la mise en œuvre de la prévention et ce que ça va lui apporter, comment il la perçoit. Je pense que c'est vraiment le plus important. Se remettre en considération aussi un peu sur les méthodes. Alors, ce que je voulais dire en fait concernant la loi Lurel, c'est qu'il y a certains industriels qui ont essayé de mettre en place cette loi et notamment au niveau de l'industrie de la production de yaourt. Et en fait, et en diminuant en fait les taux de sucre au niveau national sont entre 9-11% au niveau national.
En Martinique, on monte sur du 17%. Et il y a même une marque qui montre, bon, ils sont bons, les yaourts, ça c'est vrai, qui monte un peu plus, en fait. Et sauf qu'en diminuant le taux de sucre, c'est pas passé au niveau de la population. C'est parce que, en fait, il faut aussi changer notre mode de fonctionnement. Donc voilà. En sachant une chose, c'est qu'en diminuant le taux de sucre, au niveau des matières premières, on diminue le coût, en fait. Donc, voilà. On est censé. En fait, pour le coup, on est censé diminuer. Mais combien de fois, finalement, vous achetez, je sors un peu du sucre pour donner un autre exemple, vous achetez du jambon avec moins de nitrites et moins de sel, vous le payez plus cher. Pourtant, globalement, dans la composition de ce jambon, on a enlevé des éléments. Donc, il devrait coûter moins cher. Ça veut dire qu'il y a nos comportements à revoir et notre éducation à revoir, remettre effectivement la place de la perception alimentaire au centre de la réflexion sur la prévention. Mais il y a aussi tous les autres environnements. On parle d'entreprise. Moi, dans l'institution dans laquelle je travaille, je n'ai pas de cantine. J'ai un réfectoire pour m'alimenter, mais je n'ai pas de cantine. Par contre, aux abords de mon lieu de travail, j'ai tout ce qui est possible et imaginable de trouver. En plus, je suis sur le centre. Donc, il y a aussi cette réflexion sur qu'est-ce qu'on propose aux alentours des lieux de travail, aux alentours des écoles comme alimentation. Sur les produits laitiers frais ont été aussi étudiés par l'étude Nutwind et effectivement, ils sont beaucoup plus sucrés. Il y a 13% d'écart entre les références étudiées en Martinique et les références étudiées en Hexagone. Ça, c'est une réalité. Et puis, on retrouve aussi cet écart sur les biscuits. Ben, étonnamment, sur l'étude menée sur les références des biscuits, que ce soit en Martinique, Guadeloupe et en Hexagone, ben, l'écart, il est très faible. Il est de 3%. Mais on ne s'est pas intéressé aux pâtisseries locales ou autres. Il y a aussi cette notion. On parle d'alimentation. L'alimentation, il y a plusieurs formes d'alimentation. Il y a l'alimentation au supermarché, il y a l'alimentation de bord de route, il y a l'alimentation de la main à la main, il y a l'alimentation que l'on produit soi-même, que l'on confectionne soi-même. Il y a la restauration sur laquelle on n'a pas forcément de contrôle. Et puis, il y a aussi la notion de goût. Les consommateurs sur qui le taux de sucre plus bas dans les yaourts n'a pas fonctionné, ils ont aussi été habitués. Eux, ils ont envie d'avoir leur yaourt avec les 20 grammes de sucre à l'intérieur pour 100 millilitres de produit et les fruits en conserve enrichis en sucre. Ils ont envie d'avoir ça. Parce que derrière, il y a aussi cette éducation qui n'a pas été faite correctement. Et je pense que si on essaie d'avoir moins de rigidité sur le modèle alimentaire et qu'on arrive à accepter qu'il y a l'alimentation plaisir, mais que ce plaisir d'alimentation est aussi important que l'équilibre de cette alimentation. Donc, je pense qu'il y a une remise à niveau, finalement, des connaissances et puis de la façon de s'alimenter qui est à remettre au goût du jour. Je voudrais soulever en continuité à ce dont on échange là, l'alimentation et le travail. Quand aujourd'hui on se lève à 4 heures du matin, il y a une question de temps, de timing. Est-ce qu'on veut prendre le temps et l'importance du petit déjeuner. Ensuite, ce sont des questions que je soulève, mais du coup, il y a les pauses de 10 heures, la pause de 10 heures où on va aller acheter le jus et la pâtisserie tous les jours parce qu'il y a la notion de plaisir. Il y a la pause déjeuner qui parfois n'existe pas ou pour ne pas les citer dans les grandes surfaces, enfin dans les centres commerciaux, c'est du 9h-14h non-stop. Donc la problématique alimentaire qui est posée, comment fait-on pour manger équilibré avec des horaires ou 14h, 20h, enfin voilà. Il y a toutes ces problématiques-là qui aussi sont à soulever ou dans des administrations, pour pas les citer, les réunions qui vont être à 12h ou des choses comme ça, et là le repas. Donc ça donne un déséquilibre qui, après on est compulsif, on va grignoter ce qu'on a sous la main et s'orienter vers le sucré. Donc voilà, c'est des problématiques comme ça que je voulais soulever avec travail et alimentation. Oui. Je suis perplexe devant l'idée que il va falloir changer les habitudes alimentaires par l'éducation. Pourquoi ? Parce que ça a fait peser une fois de plus la responsabilité
des transformations en matière de prévention à chacun. C'est-à-dire, c'est la question du choix. On a le choix. Ça part de ça. Je dis, si on regarde les études, c'est un peu plus compliqué. L'obésité, le surpoids est très corrélé aux inégalités sociales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pauvres sont plus couillons que les autres ou moins bien éduqués que les autres? Non. Ça veut dire que leur choix n'est pas le même que les autres. Il y a la question de l'offre. Vous voyez, parfois, tout d'un coup, j'entends ce que vous dites et je me dis, ça me fait penser à un exemple de situation qui m'avait vraiment interloqué. Je rentre dans un service de santé au travail d'une grosse boîte à Paris. J'attends dans la salle d'attente, j'ai rendez-vous avec le médecin du travail. Je vois une affiche. Le titre de l'affiche, c'est Prévention des accidents du travail. Et puis en dessous, manger 5 fruits et légumes par jour, prendre l'ascenseur, ne pas prendre l'ascenseur mais l'escalier. Bref, vous m'avez compris, d'accord? Je dis non, soyons sérieux. Il faut s'intéresser, à la disparité des choix en fonction des catégories sociales. Je pense qu'il faut aussi considérer que dans cette affaire, la question du genre est fondamentale. Parce que si vous pointez que la majorité des obèses et des surpoids, c'est les femmes et c'est le diabète, je pense que puisqu'on est sur la consommation des produits, il y a des produits, le sucre plus féminin que l'alcool plus masculin. Voilà. Donc du coup, ça oblige à penser quelles sont les conditions faites aux femmes dans les classes les moins bien dotées socialement. Il faut penser toutes ces questions-là. Et puis après, il y a la question de l'offre. Moi, j'entends l'OMS qui dit, depuis le 3 décembre 2023, qu'il faut taxer les boissons sucrées au même titre qu'on taxe l'alcool et qu'on taxe les cigarettes. Ça, je dis oui. Ça, c'est une responsabilité en termes de politique publique. Ça ne peut pas être que la responsabilité individuelle. Pourquoi est-ce que aux Antilles, on offre à la population des produits sucrés au motif que c'est le goût et c'est culturel? C'est bien connu, hein. Tous les Antillais sont nés avec une canne à sucre dans la bouche. Non, soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. On se dote de moyens pour prévenir la consommation d'alcool. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, hier, j'étais au supermarché. Le premier rayon que vous trouvez en rentrant, c'est le rayon rhum, hein. La pub sur la malbouffe, enfin, je pense que la question, il faut la prendre globalement, pas seulement par la porte de l'éducation. L'éducation, certainement, mais ça va pas suffire. De la même manière, je vois, par exemple, l'impact des lobbying. La Mildeka se bat pour qu'il puisse y avoir 1 mois sans alcool. Elle n'y est jamais arrivée. Par contre, elle a obtenu 1 mois sans tabac. Donc, c'est sous la pression des lobbying. Qu'est-ce qui fait qu'on autorise des industriels locaux à sursucrer alors que tout le monde sait le taux de diabète ici et les problèmes de santé générés par le diabète? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'action à ce niveau-là? La première chose sur laquelle je vais rebondir, c'est que j'ai commencé le propos en disant que c'était une problématique sociétale et à aucun moment donné, je n'ai indiqué effectivement que tout reposait sur l'individu. Justement, mon propos, c'est qu'il faut éviter et surtout pas essayer de catégoriser en fait l'origine de la problématique parce qu'on est globalement tous responsables. L'éducation, je comprends totalement ce que vous dites. Quand je parle d'éducation, je parle de sensibilisation et pour le coup d'information et de suivi, c'est-à-dire que la prévention se fait en amont, elle se fait pendant, mais elle se fait aussi en aval. D'où le fait que j'ai dit qu'il fallait revoir justement les actions de prévention que l'on menait et pour replacer l'individu et pour le coup sa perception, son soi lui vis-à-vis de la problématique que l'on veut traiter. Au niveau de mon activité professionnelle, je n'ai pas de poids sur les lobbies de production locale ou le bouclier qualité-prix. J'aimerais bien, hein, mais effectivement, c'est des combats que moi, toute seule, je ne peux pas mener. Par contre, c'est des combats que je
que je commence à mener avec l'ARS, oui. Enfin, que j'ai dit moi, effectivement, je parle de l'institution pour le coup que je représente aujourd'hui, mais que l'on mène avec d'autres institutions, la DAF, la DETS et autres. Notre public prioritaire, ce sont notre règle, enfin pas notre règle, mais notre objectif prioritaire, c'est de réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. C'est sûr que quand on a quelques minutes, on peut pas rentrer dans le détail du poids finalement de la catégorie socio-économique à laquelle on appartient dans les modes alimentaires, dans les choix alimentaires et finalement de l'alimentation qui s'offre à nous. Et je pense que réellement c'est un réel sujet. Et si vous avez l'étude l'expertise collective de l'IRD qui est accessible et vous pouvez effectivement c'est totalement développé, mais en 5 minutes c'est dommage. Quand je dis les femmes, c'est pour montrer que il y a une inégalité finalement en termes de maladies chroniques et que les femmes sont souvent et régulièrement en tête finalement en termes de population plus fragile. Ça veut dire que globalement, en plus du poids porté, des responsabilités portées dans la vie professionnelle, dans la vie personnelle, il y a aussi finalement, elles sont toujours avec le petit point rouge du fusil en plein milieu du front. Et je pense que c'est important aussi de dire qu'il faut porter une attention particulière aux femmes. De la même façon, il faut porter une attention particulière aux enfants, mais globalement, il faut apporter une attention particulière à tout le monde, peu importe sa catégorie socio-professionnelle, peu importe son genre, peu importe son lieu de vie. Mais il y a des choses sur lesquelles nous n'avons pas de poids et nous pouvons avoir qu'un seul poids, c'est de façon collective. Et ça, il faut pour le coup aussi l'entendre. Le principe c'est la grosse question, pourquoi les produits fabriqués localement sont plus sucrés? On essaie de trouver la cause. Pareil, ça se fait pas de façon individuelle, ça se fait de façon collective. J'ai bon espoir et j'ai envie pour le coup d'espérer que dans les années à venir et le plus tôt possible, on arrivera en fait à faire changer ces choses. Il n'y a pas de raison que les produits importés soient moins sucrés que ceux qui sont fabriqués pour le coup sur notre propre territoire, sur lesquels normalement on est censé avoir un contrôle sur ce que l'on produit, sur ce que l'on propose à la population. Et ça, je pense que c'est important et c'est un très gros sujet. Donc l'offre alimentaire et la qualité de l'offre alimentaire, ce sont de gros débats qui passent pour le coup, qui sont placés en tête de ligne quand on parle de problématiques sociétales et de mouvements de grève et de plaintes, mais qui, dans l'étude, n'est pas forcément en premier plan et prend beaucoup plus de temps. Alors, de toute façon, c'est tout l'intérêt aussi, encore une fois, je rappelle, du maillage qu'on essaie de faire, c'est de réfléchir collectivement à ça, de se rendre compte que finalement, santé publique et santé au travail, on ne peut pas les cloisonner. On est obligé à un moment donné de faire des va-et-vient. Mais effectivement, c'est une question à laquelle on pourra essayer d'y répondre effectivement en fin d'année, parce que je fais déjà un teasing, mais fin d'année, on va pas forcément faire une table ronde, ce sera plus quelque chose de plus pratico-pratique sous forme d'atelier, où effectivement tu seras invité, d'autres acteurs, notamment de la DETS, etc., seront invités, pour qu'on essaie de réfléchir à pourquoi effectivement il y a un tel écart et pourquoi est-ce que ça continue comme ça. Juste avant de revenir sur la partie terrain, parce qu'il y a quelque chose qui a été dit qui était intéressant par vous justement, qui m'a fait penser à une anecdote dont on avait parlé sur le terrain avec Anne-Emmanuelle Giacometti, pardon. Mais j'aimerais on prend votre question et après on revient sur la partie terrain. Alors c'est vrai que il faut quand même le nommer au niveau politique des enjeux financiers. Il faut quand même et on ne peut pas avoir la main là-dessus, sauf peut-être collectivement en effet. Ou après c'est à titre individuel qu'on doit se prendre conscience. Et je veux dire, par rapport aux femmes, justement, différencier, ce n'est pas discriminer. C'est-à-dire que, oui, nous sommes différents, on se complète, mais on a une évolution, il y a les grossesses, et en même temps, il y a aussi parfois nos précarités par rapport à nos emplois, pour y revenir. Quand je suis animatrice scolaire, quand je suis agent d'entretien, je fais 4 heures, 6 heures et je multiplie les interventions ou auxiliaires de vie. Il y a toutes les personnes, les aidants familiaux, enfin tout ce public-là. Alors bien sûr, je les nomme, je les cite. Nous aussi, on peut être de fait problématique, ou problème de santé après avoir des conséquences. Mais il y a quand même aussi à donner des conseils. Mais comment peut-on donner des conseils justement avec des métiers qui sont pas faciles pour justement avoir un équilibre alimentaire?
Et puis, c'est très facile aujourd'hui de se dire, j'ai pas envie de passer du temps à me préparer mes repas. Je m'en vais acheter des jus et des produits apéritifs, pour pas les nommer, qui sont peut-être moins chers ou accessibles. Je remplis le caddie. Je vais me faire plaisir en mangeant une grosse poignée de cacahuètes et un bon jus. Et puis, j'ai plus faim et voilà. Donc, et ça, par rapport à nos jeunes, oui, il y a une évolution, et encore plus avec la Covid, où on a arrêté nos activités physiques, où on a changé un peu nos modes de vie dans le plaisir et des choses comme ça. Et après, maintenant, il y a le retour au travail. Oui, je pense que la question de l'accessibilité, elle est importante, hein, notamment sur l'accès aux produits cannabis, pourquoi ça se développe pas mal aussi, la question du sucre. La question de l'accessibilité, elle est à prendre en compte aussi, parce que des fois, c'est plus facile de se jeter sur des produits parce qu'ils sont plus accessibles financièrement ou qu'ils sont à proximité. On dit que la Martinique, c'est la plaque tournante de toutes les drogues, parce que aussi la Martinique est dans un chemin, on va pas citer les îles en amont, mais où c'est un lieu de passage aussi pour pouvoir repartir vers l'Europe. Alors juste Miguel, et après... Oui, je voudrais juste compléter le propos de la dame qui vient juste d'intervenir. Effectivement, mettre en place des actions de prévention, notamment pour les comorbidités, c'est compliqué pour les femmes, parce que vous rappelez aussi que notre société, elle est matrifocale et qu'on a un certain nombre de familles monoparentales en Martinique, et que le plus souvent, tout repose sur la femme. Donc, c'est très compliqué aussi dans ce contexte de précarité croissante, avec un taux de chômage qui augmente, de pouvoir mettre en place ce type de plan de prévention. Okay. Tout ça montre encore les caractéristiques spécifiques aussi au territoire qui sont à prendre en compte dans cette analyse. Du coup, je reviens sur la première question, juste pour illustrer en fait et répondre à la question en même temps. Dans le BTP, puisqu'on parle beaucoup des femmes, dans le BTP, ce qui se passe concrètement, c'est que deux solutions. La première, je viens avec la gamelle que je reviens dessus, ma maman ou ma femme a préparé. Ou alors, avant d'aller sur le chantier, je m'arrête à la boutique, je prends un pain massif bien avec tout ce qu'il faut, voilà, avec des acras, un truc du genre. Souvent, la première bière de la journée est achetée à ce moment-là aussi, et puis après, je pars au travail. Mais après, c'est journée directe. Ça veut dire que journée continue avec un repas. Exactement. Là, c'est le repas il est énorme, il est trop costaud, vraiment. On mange le matin avant de commencer le chantier. Et la plupart, on fait la journée comme ça. Donc, il n'y a pas de pause ni 10h, ni midi. C'est des journées directes. Donc, si on parle de chantier, on parle de début d'activité à quelle heure à peu près? Ouais, 7h30. 7h30, 8h à peu près. À 7h30, ouais. Le seul repas est... Pour la journée entière, ouais. Et après, quand on s'arrête, c'est à la station. Et puis, mais alors, la journée est fatigante, donc on décompresse autrement. C'est intéressant parce que j'ai un ami qui est policier, qui travaille à la BAC, et qui lui fait des journées de 10 heures. Comment ça se... Est-ce qu'il y a des similitudes aussi pour la partie restauration? Comment ça se passe? Oui, alors chez nous, ils ont des vacations même un peu plus longues. Hein. On est passé pour certains groupes à des vacations de 12 heures. Donc, ils font du 6-18. Et ils ont droit à 2 fois 20 ou 2 fois 30 minutes de pause sur les 12 heures. Sur les 12 heures. Donc, ils travaillent 3 jours, ils ont 2 jours de repos, ils travaillent 2 jours, 3. Voilà. Ça leur convient parce qu'ils ont beaucoup plus de pauses de repos, en fait, de jours de repos, mais ils font des journées de 12 heures avec 2 fois 20 ou 30 minutes de pause. C'est vrai que les repas sont pris, les repas sont avalés. Voilà. À condition qu'ils ne soient pas appelés, voilà. Donc, effectivement, ce sont pas les meilleures conditions pour s'alimenter. Une fois, on arrive à la question de la pénibilité aussi. Dans ce cas, alors, non seulement des actions qu'ils ont à mener, de la tâche qui peut être pénible, mais en plus des conditions d'exercice aussi qui ne favorisent pas ça. Vous avez d'autres... Oui. Non, j'avais juste un témoignage à apporter par rapport à ce qui a été dit précédemment lorsque le monsieur, enfin, je n'ai pas retenu son nom, avait parlé de yaourt plus sucré ici, etc. Alors, je dirais que c'est normal. Bon, dans une précédente vie, j'ai été directeur marketing au sein du groupe Nestlé. Et il faut savoir que... On aura des infos. Il faut savoir que, comment dirais-je, les gros industriels internationaux
s'adapte au contexte sociologique, n'est-ce pas, et environnemental des populations. Alors, lorsque je travaillais chez Nestlé ici, enfin dans toutes les Antilles françaises, parce que je couvrais, je dirais, toutes les Antilles françaises et même Saint-Pierre et Miquelon, on était surpris de constater que le lait concentré sucré ici, que tout le monde connaît, je pense que tout le monde a bu, est beaucoup plus sucré ici qu'en France. Et pourtant, c'est pas fabriqué ici, c'est pas fabriqué par les industriels locaux. Et en fait, on a trouvé l'explication, c'est que en France, le lait concentré sucré était moins sucré. Tout simplement, c'est un environnement sociologique où le sucre est moins mis en avant en France que dans les pays, je dirais, d'export. Parce qu'en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et Guyane, on était considéré comme de l'export. Et donc, pour tous les pays africains et les pays arabes comme l'Irak, etc., nous avons exactement, sociologiquement, le même mode de fonctionnement. Et j'en veux pour preuve, il y a une autre marque de Nestlé qui s'appelle Maggi, qui est en train de faire des dégâts en ce moment en Afrique, notamment avec le cube Maggi, et effectivement, qui crée beaucoup de cancers en Afrique, qui détruit complètement la santé des gens en Afrique. Le problème, c'est que sociologiquement, comment dirais-je, toute la nourriture africaine est basée justement sur ce produit. Pourquoi? Parce que ce produit a été mis en place depuis les années 30, au moment où le cube Maggi a été inventé. Donc, en fait, tout ça pour vous dire qu'effectivement, malgré tout ce qu'on fera ici, avec la loi Lurel et tout ça, et je rejoins le monsieur, effectivement, à un moment, on avait baissé le taux de sucre, mais ça avait baissé aussi le chiffre d'affaires et la marge opérationnelle de l'entreprise qui n'a pas voulu citer. Mais ça, c'est une réalité tout simplement parce que le consommateur, c'est lui le roi. Et comme le consommateur a trouvé que c'était moins sucré, il avait deux choix. Soit il achetait le yaourt et il rajoutait du sucre chez lui dans le yaourt, ou soit il ne l'achetait pas. Voilà. Justement, est-ce que c'est pas à ce moment-là le rôle des politiques de santé de mettre le haut là? Parce qu'en fait, les répercussions, on les a, les conséquences, on les a, le diabète, etc. Donc, c'est vrai que je comprends l'approche sociologique puisque c'est commercial, tout simplement. C'est la loi de l'offre et de la demande. C'est sociologique, donc on peut l'expliquer effectivement par une antériorité qui est due à l'histoire de l'esclavage, etc. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut évoquer. Juste une chose, il ne faut pas oublier que toute l'économie esclavagiste et par la suite, toute l'économie jusqu'à maintenant, d'ailleurs, l'industrie, vous savez que l'industrie fait partie intrinsèquement de développement d'un pays. Est basé sur le sucre. Le rhum est issu du sucre. Il ne faut pas l'oublier. Donc, en fait, on voit bien que sociologiquement parlant, depuis l'esclavage et après l'esclavage, le sucre représente quelque chose de très important dans notre communauté ici. On le voit aussi au niveau des États-Unis. Au niveau des États-Unis, effectivement, les Noirs américains sont beaucoup plus sensibles au sucre que les Blancs ou bien les autres communautés. Donc, en fait, il y a cette histoire que nous avons avec le sucre qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, même si on sucre moins un produit, on a moins de chances d'avoir des ventes. Voilà. C'est un témoignage que je voulais apporter en plus de ce que vous avez dit et qui est tout à fait juste. Merci. Moi, je ferai l'hypothèse qu'on est au sucre en ce moment, comme on était encore il y a quelques années par rapport au tabac. C'est-à-dire que la manière de dire que c'est une question de choix, c'est une question de goût, c'est une question culturelle, et que, ma foi, on peut pas faire grand-chose. C'est pas soutenable au vu des dégâts qu'occasionne le sucre associé à la faible mobilité, etc., etc. Je pense que l'OMS a bien compris qu'on allait droit dans le mur en ne faisant rien sur le sucre. On sait aujourd'hui, toutes les campagnes qui ont été faites à propos du tabac, il y a eu une période où on faisait son service militaire, on partait avec des cartouches de cigarettes, c'était distribué, quoi. Donc, l'alcool, pareil. Donc, je pense qu'on a fait des progrès sur l'alcool, on a fait des progrès sur le tabac. Je pense qu'on va être obligé de se coller à la question du sucre.
parce que on va droit dans le mur. Là, j'étais il y a pas longtemps en Guadeloupe dans une entreprise qui fabrique des prothèses et la directrice de l'entreprise me dit vous savez, ici on a beaucoup de diabète, on ampute beaucoup, le marché de la prothèse marche fort. Voilà, juste quelques alertes quand même sur le fait qu'à un moment on va pas pouvoir dire c'est le jeu de l'offre et de la demande. Les entreprises, effectivement, de leur propre fait, ne vont pas prendre sans doute la décision de diminuer le taux de sucre supérieur à celui qu'on trouve ailleurs. Donc, il va falloir les inciter par des politiques publiques, parce qu'il n'y a pas le consommateur et le producteur, enfin l'État, les politiques publiques, ils ont un rôle à jouer quand même, et notamment en termes de santé publique. Il y a des responsabilités en termes de santé publique. On va y venir, hein, que les consommateurs soient d'accord ou que les producteurs soient d'accord, mais on va y venir, parce que ça va coûter trop cher au système de santé, toutes ces histoires. Alors, juste... Simplement apporter une illustration, je suis d'accord, hein, il faudra que les politiques publiques s'en mêlent. Il y a aussi un rapport, une approche anthropologique, puisque nous n'avons pas tous la même approche du risque. Donc, dans le même cadre, nous n'avons pas tous la même approche face à l'alimentation. Donc, elle peut être saine pour certains et donc, individuellement et collectivement, on peut se retrouver dans des situations de consommation délicates, que ce soit le sucre ou le sel, parce que il me semble aussi que le sel est un cas qu'il faut étudier. Et donc, dans l'illustration sur Sain Environnement, nous sommes à proximité d'un restaurant. Et comme Madame Lacrampe le disait, c'est l'environnement de travail. On sort d'une journée de travail. On a commencé à 2h, on a fini à 8h ou parfois à 10h. Ça dépend de la collecte. Donc, effectivement, à la fin de la journée, puisque je collecte des déchets, donc je mange pas en même temps, dans ce cas, je mange à la fin du service et je vais au restaurant le plus proche. C'était simplement cette illustration que je voulais apporter. Si c'est juste pour faire une corrélation avec l'addiction, quand on parle des santé publique, l'addiction, c'est l'accompagnement au changement. Donc, c'est quelque chose qui s'installe sur le temps. On a fait des campagnes de prévention donc sur le tabac, on fait des campagnes de prévention sur l'énergie. Donc, quand on parle de santé publique, c'est quelque chose qui doit s'installer sur le temps et le changement devra se vivre à 2 temps, sur les producteurs, mais aussi sur les consommateurs. Et c'est de l'accompagnement au changement avec à chaque fois des plans. En général, on fait des plans. Il y a les plans régionaux de santé qui déterminent les actes sur 5 ans. Donc, ce sera aussi sous ce même champ-là l'intervention par rapport au sucre et faire comprendre les gens. Donc, ça s'accompagne le changement. Oui, ça existe, hein. Mais ça se met en place, mais voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Si ça se règle d'une fois, on aurait su, mais ça prend du temps. Après, peut-être que les discours qu'on a ou les choses qu'on met en place, parce que sur l'addiction, c'est exactement ce qu'on a vécu. Quand on a commencé à mettre les premiers plans de santé liés aux addictions, ça n'a absolument pas fonctionné. C'était mal perçu, c'était mal vécu. On était dans l'incitation. On a les lobbyistes du tabac, etc. C'était quelque chose de très difficile. Et après, une touche positive, la nourriture aussi peut être un outil thérapeutique. On l'utilise beaucoup dans nos prises en charge au niveau du XAPA pour pouvoir apprendre aux gens à bien manger, à prendre le temps, de prendre du temps, parce qu'on parle justement du fait que ça va vite, qu'on n'a pas le temps, etc. C'est aussi avoir un temps de pause avec la personne, pour lui dire il y a des choses qui peuvent être mises en place et c'est un très bon outil pour travailler les problématiques addictives. Alors, moi, ce que je voudrais dire, c'est par rapport au sucre, il faut pas oublier que on a une dépendance quasi psycho-affective au sucre, hein. C'est-à-dire que vous allez chez votre grand-mère, elle veut vous montrer de l'amour, ou bien c'est du sucre, c'est le gâteau, c'est le... Et si on mange pas, il y a un problème. Exactement, c'est le chocolat et c'est ça. On est basé sur une structure où la satisfaction passe par le sucré, malheureusement. Oui, mais moi, je pars du principe que c'est pas une fatalité. C'est vrai que c'est commercial, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais à un moment donné, comme tu dis, c'est bien. Mais les amputations, on va pas continuer à couper des jambes, même si ça rapporte, parce que ça va coûter cher. C'est Joël.
pour rebondir un peu sur tout ce qui a été dit là, d'où l'appel au maintien de manifestations de ce genre pour perpétuer, pour faire, comment j'allais dire, donner l'élan à l'information qui fait aussi partie de la prévention pour les populations à venir, enfin les jeunes. Ça fait plaisir à entendre. Je profite pour saluer la RAC pour cette manifestation. Salut aussi tous les participants. J'ai trouvé cette journée-là chaleureuse, énergique aussi. Et j'en suis très ému. C'est pas encore fini, hein? Et j'aurais vraiment voulu que... Je sais que c'est en marche. C'est une première d'ailleurs, je crois. Oui. Pour la RAC. Sur ce mode-là, table ronde, oui. Mais on a déjà fait des actions collectives. Donc c'est vrai, je pense que tout le monde attend cela. Et le côté, bon, comme disaient ces dames-là tout à l'heure, là, dans l'avenir, je pense qu'il y aura du mouvement, les lobbies du sucre, tout ça. C'est sûr que ça va s'éteindre. Ça, c'est sûr et certain parce que l'information est en train de passer. C'est passé pour la cigarette. Bon, même si on n'a pas eu de gros résultats, comment je vais dire, pas de résultats concrets, même si on n'a pas eu le résultat qu'on souhaitait vraiment au départ, on va l'avoir au niveau du sucre à un moment. Parce qu'il y a un tas d'informations à faire passer à ce niveau-là. Oui, et puis la question du sucre nous rassemble tous. Là où le tabac, comme on disait par rapport aux chiffres au national, c'est pas, les chiffres des consommateurs de tabac ne sont pas du tout les mêmes. Mais sur la question du sucre, je pense qu'on est plutôt d'accord. Je vous ai tous vu acquiescer quand on a parlé du sursucrage, sucrement, bref, plus de sucre. On était plutôt d'accord. Sursucré, merci. On était plutôt d'accord avec ça. Alors, je passe la parole à madame. C'est ça? Et puis après, on va clôturer parce que je commence à avoir faim aussi. En fait, je voulais juste dire que la prévention commence vraiment au niveau individuel. On n'a pas besoin d'avoir forcément de grands groupes comme celui-ci que je suis très contente d'être là. Mais quand on regarde culturellement, on a eu en tout cas des comportements qui favorisaient plein de choses. Petite, vous toussiez, on vous donne un petit peu de thé, il y avait, comme on disait chez nous, une petite prise de rhum dedans. Un enfant pleure, on lui donne un bonbon. C'est des petites habitudes qu'on a développées et qu'on peut, chacun à son niveau, changer. Dire à l'autre, non, ne fais pas ça. Un enfant ne va pas être forcément consolé par un bonbon. Il y a autre chose aussi qu'on observe beaucoup au niveau du travail, c'est le phénomène, c'est le regard de l'autre. L'enfant, on lui donne des bonbons pour qu'il ne soit pas différent à l'école. On l'emmène au McDo parce que les petits copains vont au McDo. C'est dans nos comportements et c'est ça qu'il faudrait peut-être commencer par changer. Même nous, à la fin de la journée, on est entre collègues là, on est en train de se dire est-ce qu'on va pas aller prendre un verre, mais bon. Oui, c'est ça, c'est la notion de plaisir qui est liée à tous. Faut pas se priver, hein, Alors, dernière question. Dans la continuité, peut-on proposer des fruits là pour notre en cas de 10 heures là? Et puis d'une part et d'autre part, c'est bien beau, on arrive au même constat et tout ça, mais que peut-on proposer collectivement et individuellement? Pour le coup, je voulais rebondir rapidement sur les politiques publiques. Les politiques publiques s'intéressent réellement et se sont emparés du sujet de l'offre alimentaire, de la qualité alimentaire, de l'environnement alimentaire. Après, c'est sûr qu'encore une fois, on parle de comportement, ça prend énormément de temps d'aller déloger une information et de petit à petit expliquer le pourquoi du comment de cette information qui finalement est logée au mauvais endroit ou utilisée de la mauvaise façon. Ça prend énormément de temps. Il y a énormément d'institutions qui se rassemblent autour de cette question alimentaire, que ce soit d'un point de vue précarité ou qualité de la production et de la consommation, ou encore une fois transmission des messages au plus près des besoins de la population. Ça, encore une fois, il y a du travail qui est fait. Il reste encore beaucoup de travail à faire, mais le travail se fait pour le coup à son rythme. Concernant votre question sur les collations, pendant longtemps, il y a eu une collation obligatoire à l'école. Voilà, la pause. Ces collations ont été mises en œuvre. Après, elles ont été, pour le coup, retirées.
la question se pose sur des enfants. Bon, on parlait finalement de monde du travail, mais sur les enfants, c'est des enfants qui se réveillent très tôt pour aller à l'école et qui n'ont pas le temps de petit déjeuner le matin. Il faut bien qu'ils aient à un moment donné aussi une solution de secours et de repli pour pouvoir avoir un minimum, le minimum de qualité et en termes d'alimentation. Donc, je pense qu'il y a pour le coup cette adaptation, et c'est pour ça que je parlais de fluidité de l'alimentation. Elle s'adapte et elle doit de plus en plus s'adapter à la personne que l'on est, à son mode de vie, à son rythme de travail, à la composition de sa famille, au temps qu'on veut aussi allouer. Mais c'est important de remettre au goût du jour la nécessité d'allouer du temps à l'alimentation. C'est essentiel à la vie, mais c'est aussi un moment de partage social, un partage intergénérationnel, etc. Donc, il y a tout ce travail-là, finalement, à remettre un peu au goût du jour. OK. Alors, avant de clôturer, juste un dernier point avec Miguel Maros. Oui, effectivement, lorsqu'on s'interroge sur l'impact de l'alimentation sucrée, et on va faire vraiment focus sur diabète et travail, je pense que dans l'information, il faut aussi mettre l'accent sur les conséquences, parce que les gens ne s'imaginent pas les conséquences que peut avoir le diabète sur la santé, mais aussi sur la vie professionnelle. Parce que certes, être diabétique, on n'est pas obligé de le dire à son employeur. Par contre, diabète et conduite automobile, par exemple, si vous avez un chauffeur routier, ça peut être très compliqué en termes de sécurité, à la fois pour le salarié, mais aussi pour ses collègues s'il conduit et qu'il a des collègues à ses côtés, mais aussi pour les tiers, puisqu'il est sur la route. Donc, il est important, je pense aussi, qu'il y ait de l'interdisciplinarité, mais qu'il y ait aussi de la multidisciplinarité pour pouvoir prendre en charge justement toutes ces problématiques. Donc, l'employeur, il faut qu'il s'implique en informant ses salariés du risque qu'ils encourent en prenant le volant et en ayant une hypoglycémie, par exemple, au volant. Donc, c'est important que les salariés soient informés dès l'embauche de l'importance de signaler éventuellement une problématique de ce type-là. Ou que lorsque le médecin du travail voit le salarié, même si ce n'est pas une question qu'il devrait poser, mais que le salarié, par rapport à la relation qu'il va mettre en place avec ce salarié, puisse lui l'informer et que des dispositions soient prises en termes notamment d'aménagement de postes de travail pour pouvoir permettre l'activité de ce salarié et qu'en cas de complications liées à ce diabète, qu'il puisse éventuellement être reconnu en qualité de travailleur handicapé et qu'il puisse y avoir d'autres aménagements ou des reclassements au sein de l'entreprise. Et ça fait partie, en fait, de l'accompagnement pour éviter justement la désinsertion professionnelle, parce qu'on est aussi sur ce point-là. OK. Ben, merci pour vos interventions. Je vous demande de les applaudir. Merci à vous aussi pour la participation.